Hannibal, rien que ce nom donne des frissons aux Romains dans l'Antiquité. Le général carthaginois qui le porte n'est pourtant pas le seul à avoir tenté d'écraser la toute-puissance de Rome. Mais contrairement aux autres, il fait preuve d'une stratégie presque infaillible. De plus, il dispose dans son armée de collaborateurs insolites, véritablement terrifiants, mettant les armées romaines à genoux. Hannibal, né au IIIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, le bassin méditerranéen est disputé par deux grandes puissances, Rome, qui domine déjà toute l'Italie, et Carthage, qui possède des comptoirs commerciaux en Méditerranée, ainsi qu'une flotte de guerre imposante, destinée à assurer la sécurité des marchands. À la naissance d'Hannibal, cela fait plus de 15 ans que les deux villes rivales s'affrontent dans un conflit appelé les guerres puniques. Il est le fils aîné du général Hamilcar Barca, qui commande l'armée carthaginoise pendant la première guerre punique. En 241, ce dernier est vaincu et doit signer un traité de paix avec Rome. Mais 3 ans plus tard, Rome viole ce traité en s'emparant de la Sardaigne, un territoire punique, puis de la Corse et de Malte. En réaction, Hamilcar envahit le sud de l'Hispanie, accompagné de son jeune fils Hannibal. C'est ainsi que celui-ci commence son apprentissage tactique et militaire. On raconte qu'Hamilcar Barca aurait fait jurer à Hannibal sur l'autel de Baal qu'il ne serait jamais l'ami des Romains. Son gendre, Hasdrubal le Beau, le remplace à la tête de l'armée carthaginoise et poursuit la conquête de l'Hispanie. En 226, il signe un traité avec Rome, qui divise l'Hispanie en deux grandes zones séparées par le long fleuve de l'Èbre. Le sud est attribué à Carthage et le nord à Rome. Chaque État est libre de conquérir les villes situées dans sa zone respective et s'engage à ne pas empiéter sur celle de l'autre. En 221, Hasdrubal fonde même une nouvelle ville qui devient la capitale des terres hispaniques, Carthagène. Alors âgé de 25 ans, Hannibal devient le commandant en chef des armées carthaginoises. Pour commencer, il achève la conquête des territoires au sud de l'Èbre. Mais encore une fois, Rome ne respecte pas le traité. Elle signe une alliance avec la ville hispanique de Saïgonte, pourtant située dans la zone carthaginoise. Hannibal, qui n'a pas l'intention de se laisser faire, assiège Saïgonte. Hannibal entre sur le territoire de la ville avec son armée et se décide à attaquer, d'abord en ravageant les champs, puis en encerclant par un siège massif la ville sur 3 côtés. Après avoir installé son propre camp en face de Saïgonte, Hannibal décide d'attaquer la partie des murailles qui fait face à une plaine environnante, avec différents engins de siège, notamment en utilisant un bélier contre les murs. Il fait également construire une tour de siège, mais il l'emploie contre une partie des murailles qui était correctement fortifiée et surveillée par des soldats d'élite qui résistent vaillamment aux armes de jet utilisées par les Carthaginois. La ville finit par tomber au bout de 8 mois. C'en est trop pour Rome. En 218, la deuxième guerre punique éclate. Décision tout à fait surprenante. Il décide d'attaquer les Romains chez eux en Italie et de s'y rendre par la terre. Concrètement, cela signifie qu'il doit traverser l'Hispanie, les Pyrénées, la Gaule, le Rhône et les Alpes. Cet itinéraire terrestre est plus long, mais Hannibal peut recruter des soldats en chemin pour grossir les rangs de son armée. Au printemps 218, il quitte donc Carthagène avec plusieurs dizaines de milliers d'hommes africains et ibères, mais aussi 37 éléphants de guerre. Quand ils arrivent en Gaule cisalpine, au nord de l'Italie, Hannibal a perdu près de la moitié de ses hommes et une grande partie de ses éléphants. Pour compenser, il obtient l'aide des habitants de la région, récemment conquise par Rome. De son côté, cette dernière n'est pas restée les bras croisés. Elle avait envoyé des légions pour arrêter l'avancée des Carthaginois. Mais à plusieurs reprises, Hannibal réussit à les éviter. Bien décidé à le stopper, le consul Cornelius Scipion est parti à sa rencontre avec ses légions. Les deux camps s'affrontent au bord de la rivière Tessin en novembre 218. Et c'est l'armée carthaginoise qui l'emporte. Grâce à une tactique ingénieuse, elle parvient à encercler les ennemis qui n'ont que d'autre choix que de s'enfuir. Scipion, gravement blessé, s'échappe du côté de Plaisance où il dresse son camp. Le père, qui dirige l'armée en tant que consul et qui est blessé pendant les combats,
mais aussi le fils qui lui sauve la vie en le relevant. Plus tard, ce dernier sera à nouveau battu par Hannibal à Cannes, mais il se vengera de façon éclatante à Zama, d'où son futur nom de Scipion l'Africain. Le deuxième affrontement a lieu en décembre 218 sur les rives de la rivière Trébi. Une nouvelle fois, Hannibal agit en fin stratège. Il envoie ses cavaliers narguer les Romains de l'autre côté de la Trébie, puis les fait revenir. Comme espéré, les ennemis le suivent et traversent eux aussi les rivières boueuses et glacées. Les Romains en sortent exténués et frigorifiés, mais pas les Carthaginois, car Hannibal avait prévu des feux pour les réchauffer. La lutte s'engage avec rage. Grâce à plusieurs attaques surprises et à l'intervention des éléphants, Hannibal met les Romains en déroute. Ses pertes humaines sont faibles, mais la majorité des éléphants survivants meurent de froid ou de blessures. Au printemps 217, ils reprennent la route, direction le sud. Comme les Romains ont bloqué les voies principales, il n'y a qu'un seul itinéraire possible, à travers une zone marécageuse difficilement praticable. Il en faut plus pour arrêter l'armée carthaginoise. Non sans peine, elle traverse le vaste marais et pénètre en Italie centrale. Hannibal s'en sort, cependant pas indemne. Il est atteint par la malaria comme tous ses hommes. Le nerf optique étant touché, il perd un œil. Selon certaines sources, il ne lui reste plus qu'un seul éléphant dont il se sert comme monture. Bordé d'un côté par le lac Trasimène et de l'autre par des collines. Ce que ne savent pas les Romains, c'est que Hannibal et ses hommes les épient au sommet d'une colline. Lorsque les Romains se remettent en marche au petit matin, la surprise est totale. Ils sont assaillis par les Carthaginois de tous côtés. À cause du brouillard, c'est la panique totale chez les Romains. Tous essayent de fuir. Certains même se jettent dans le lac, mais coulent à cause de leur poids, de leur équipement. La défaite est cuisante pour Rome. Les Carthaginois, eux, se retirent sur les bords de la mer Adriatique pour reprendre des forces. Le butin pris aux vaincus est tellement énorme qu'ils ne peuvent pas tout transporter. Conscient de la supériorité tactique d'Hannibal, Fabius décide de s'éloigner des traditions militaires romaines, de mener des batailles sur terrain plat faisant face à l'armée ennemie. Pour cette raison, Fabius adopte une nouvelle stratégie, celle de refuser la bataille frontale avec son adversaire tout en positionnant plusieurs armées romaines dans le voisinage d'Hannibal afin de limiter ses mouvements. Celui-ci croit tenir l'occasion de se venger quand Hannibal commet à son tour l'erreur de planter son camp dans un défilé. Les Romains bloquent les accès et s'apprêtent à attaquer les Carthaginois par surprise de nuit. Sauf qu'Hannibal a appris ce qui se tramait. La situation est tendue, mais il a plus d'un tour dans son sac. Dans le noir, en silence, les Carthaginois rassemblent 2000 bœufs, leur attachent des torches sur les cornes et y mettent le feu, puis chassent les bêtes vers les hauteurs. Les Romains, attirés par les lumières et le bruit, abandonnent leur poste et se lancent à la poursuite de ceux qu'ils croient être l'armée d'Hannibal. Une fois arrivés sur les sommets, ils y cherchent à y voir plus clair. Quand ils comprennent enfin qu'ils y sont fait avoir, il est trop tard, les Carthaginois ont filé sans être inquiétés. Et pourtant, pour une raison encore inconnue, Hannibal ne l'attaque pas. Il la contourne et se rend plus au sud, vers Cannes. C'est là où les consuls Varron et Paul-Émile décident de l'attaquer le 2 août 216. Il dispose de 100 000 hommes contre seulement 50 000 côté carthaginois. Pour compenser ce déséquilibre, Hannibal empêche les Romains de se déployer en les encerclant. Ainsi, seuls les Romains situés en première ligne peuvent combattre. Voilà la différence numérique corrigée. Hannibal, conscient de son infériorité numérique, dispose d'un atout majeur, sa cavalerie, commandée par Anon et Hasdrubal, et qu'il va utiliser avec génie. Les consuls, Varron et Paul-Émile, forment 3 immenses rectangles d'environ 25 000 hommes, soit environ 12 légions, qui se déplacent en ordre. Hannibal oppose donc une seule ligne de fantassins à cette masse compacte de légionnaires. Le centre carthaginois, à l'arrivée des Romains, recule de plus en plus pendant que les ailes se rabattent sur les Romains, se retrouvant avec de moins en moins d'espace pour combattre. Les fantassins romains continuent de faire reculer les Carthaginois. Pendant ce temps, une partie de la cavalerie d'Hannibal se porte sur l'aile gauche au secours de la droite. L'infanterie romaine poursuit sa poussée contre les troupes carthaginoises, qui forment désormais un arc de cercle, alors que les cavaliers d'Hannibal des ailes droite et gauche opèrent leur jonction.
Hannibal lance alors ses combattants d'élite sur les ailes de l'infanterie romaine. Pendant ce temps, la cavalerie carthaginoise arrive par l'arrière et provoque l'un des massacres les plus sanglants de l'histoire romaine, avec plusieurs dizaines de milliers de Romains tués contre seulement 6000 chez les Carthaginois. Il aura fallu seulement quelques heures à Hannibal pour défaire une armée romaine 2 fois plus nombreuse que la sienne, en lui infligeant des pertes 2 fois plus importantes. Comme preuve de sa victoire éclatante, Hannibal fait envoyer à Carthage la montagne des anneaux d'or enlevés aux cavaliers romains tués pendant la bataille. Mais Hannibal n'est pas intéressé par la ville en elle-même. Ce qu'il veut, c'est anéantir la puissance de Rome, en faisant basculer dans son camp un maximum des cités alliées ou soumises à Rome. À terme, il espère ainsi avoir le champ libre pour dominer l'ensemble de la Méditerranée. D'où cette phrase célèbre de son général Maharbal. Tu sais vaincre Hannibal, mais tu ne sais pas utiliser ta victoire. De son côté, Rome décide de recourir à la tactique de l'usure, en faisant traîner la guerre en longueur et en évitant tout choc frontal. Elle cherche à épuiser l'ennemi qui a du mal à se ravitailler. Raison pour laquelle Hannibal et Rome ne s'affrontent plus en combat important sur le territoire italien jusqu'à la fin de la guerre. Refusant de s'incliner, Rome lève même de nouvelles troupes. L'effet de la victoire de Cannes pousse les cités d'Italie à se rallier à la cause d'Hannibal. On peut observer des cités grecques de Sicile se révolter contre le contrôle politique des Romains, alors que le roi Philippe V de Macédoine apporte son appui à Hannibal, lançant par la même occasion la première guerre macédonienne contre Rome. Hannibal noue aussi une alliance avec le nouveau roi Hieronyme de Syracuse, qui abandonne l'alliance romaine et permet à des troupes carthaginoises de débarquer en 214. Hannibal et ses troupes s'installent pour l'hiver à Capoue jusqu'en 211. De nombreuses cités italiennes abandonnent leur alliance avec Hannibal. Ainsi renforcée, l'armée romaine assiège Capoue en 211. Hannibal tente d'éloigner les légions en faisant mine d'attaquer la ville de Rome, mais rien n'y fait. Hannibal finit par abandonner Capoue, qui capitule. Pour punir ses habitants de cet allié à l'ennemi, les Romains rasent entièrement la ville. Par peur de telles représailles, d'autres cités italiennes repassent du côté de Rome. Malgré quelques renforts envoyés par Carthage, Hannibal ne reprend pas le dessus. En effet, depuis 215, les Romains augmentent leur effectif par une politique d'enrôlement d'esclaves et de jeunes hommes de moins de 17 ans. Mais surtout, ils comprennent à quel point il est nécessaire de reprendre l'offensive sur le terrain politique et idéologique de Carthage. À Rome, Publius Cornelius Scipio, le futur Scipion l'Africain, malgré son jeune âge de 24 ans, est désigné pour mener la guerre en Hispanie à la place de son père et de son oncle. Il y rassemble les restes des armées romaines défaites et, fort de nouvelles recrues, entame la reconquête. En Italie, les Romains, sous la direction de Marcus Claudius Marcellus, reprennent Syracuse en 212, puis Capoue en 211, après 2 sièges successifs. Une contre-offensive d'Hannibal pour reprendre Capoue en 211 échoue. En 210, Hannibal prouve à nouveau sa supériorité tactique en infligeant une sévère défaite à l'armée romaine proconsulaire à Herdoniaque. En 209, c'est Carthagène elle-même qui tombe. Malgré les revers, Hannibal détruit en 208 une autre force romaine faisant le siège d'une ville alliée. En 206, en s'attachant les services du prince numide Massinissa, ancien allié de Carthage en Hispanie, entré en conflit personnel avec Syphax, roi numide occidental allié de Carthage. Mouvement forçant Hannibal à quitter l'Italie pour mener le combat sur ses terres et protéger Carthage. En 203, après 15 ans de combat en Italie, alors que Scipion progresse et que les Carthaginois favorables à la paix menée par Hannon le Grand tentent de négocier avec Rome, Hannibal est rappelé par le camp favorable à la poursuite de la guerre. Pour les Romains, la cavalerie, et pour les Carthaginois, l'infanterie ainsi que 80 éléphants. Hannibal tente la même tactique d'encerclement qu'à Cannes, mais depuis lors, les Romains ont amélioré la stratégie. Dans un premier temps, la cavalerie romaine écarte la cavalerie carthaginoise du champ de bataille et les poursuit, mettant hors de combat la cavalerie d'Hannibal. Dans un second temps, les légionnaires romains prennent le dessus sur les mercenaires carthaginois et les citoyens en armes, bien moins entraînés et moins aguerris que les hommes de Scipion. Et enfin, la phase finale.
Après s'être regroupées, les légions affrontent les vétérans d'Hannibal, l'armée d'élite de Carthage, tandis que la cavalerie romaine prend à revers les hommes d'Hannibal, tactique utilisée par Hannibal à Cannes, qui se retourne contre lui et employée avec brio par Scipion à Zama. Après Zama, Hannibal se tourne vers une carrière politique. Il est l'auteur de plusieurs réformes qui contribuent à remettre Carthage sur pied, au point d'éveiller à nouveau la méfiance de Rome. Comme ses actions politiques lui attirent des ennemis au sein de sa propre patrie, il fuit. Il commence par voyager vers Tyr, puis se dirige vers Éphèse, où il est reçu avec les honneurs par le roi séleucide Antiochos III le Grand, qui se prépare à la guerre contre Rome. Hannibal s'aperçoit rapidement que l'armée royale ne peut rivaliser avec celle de Rome. Il conseille alors au roi d'équiper une flotte et un corps de troupes terrestres dans le sud de l'Italie, et offre d'en prendre le commandement. Mais il ne peut faire suffisamment impression sur le souverain, à l'écoute de ses courtisans, pour qu'il lui confie un poste important. Antiochos III refuse de confier une armée terrestre à Hannibal, préférant conduire ses troupes en personne sur le champ de bataille, où le roi séleucide est vaincu par les troupes romaines. En 190, Hannibal dirige une flotte phénicienne, mais peu à l'aise en combat naval, il se trouve battu par les Romains. Craignant d'être livré à ces derniers au terme de l'accord de paix que signe Antiochos III, Hannibal s'enfuit de la cour et son parcours est alors assez incertain. Bientôt de retour en Asie mineure, Hannibal cherche refuge chez Prusias Ier de Bithynie, qui est en guerre avec un allié de Rome, le roi Eumène II de Pergame. Hannibal se met alors au service de Prusias Ier pendant cette guerre. L'une de ses victoires se fait aux dépens d'Eumène II sur mer. Pour Prusias Ier, Hannibal devient gênant et le roi trahit son hôte. Menacé d'être livré à Titus Quintius Flaminius, ambassadeur romain, Hannibal choisit alors de se donner la mort en avalant du poison. La disparition du Carthaginois efface sans doute la plus grande menace que la République romaine eut à affronter. Pourtant, son bilan personnel est un échec. La Méditerranée occidentale devient un lac romain et Carthage est en sursis. Rome étend par ailleurs son emprise sur le monde grec et sur l'Asie. Ironie du sort. En 183 avant Jésus-Christ, les deux ennemis mortels, Hannibal et Scipion, meurent. La guerre contre le royaume de Macédoine se poursuit, avec des pertes de villes pour Philippe V, ancien allié d'Hannibal, au profit de Rome, qui poursuit son extension.